Maurice Bellet, bonjour. Vous êtes philosophe et vous réfléchissez sur le monde actuel et quels repères. Euh, J'avais souhaité vous rencontrer pour qu'on puisse réfléchir ensemble en partant de ce point, de tous côtés, environnement, santé, violence, terrorisme. On voit un monde qui perd un peu ses repères. Votre vie de philosophe, ça a été de réfléchir sur ce monde. Et j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur ce monde qui perd ses repères? Qu'est-ce que vous auriez en tête comme bagage intellectuel, comme bagage psychologique, comme bagage humain que nos dirigeants, nos futurs dirigeants, devraient considérer avoir en tête pour affronter ces difficultés, quelquefois même peut-être en limite du chaotique? Voilà ma question extrêmement large et difficile. Je voudrais vous la laisser et vous écouter là-dessus. C'est en effet une question aussi large que difficile. Je voudrais peut-être d'abord préciser comment je la pose. Pas du tout dans une perspective pessimiste qu'on trouve assez souvent aujourd'hui pour dénoncer vraiment ce monde qui va si mal, qui court à la catastrophe, etc., etc. Parce que je crois que ce monde où nous sommes, il a représenté des progrès dans l'ordre scientifique et technique, même peut-être jusqu'à certains points dans l'ordre de la morale, enfin, des mœurs, enfin, des progrès qui sont incontestables, et il a des réussites qui sont fascinantes. Et ce que je vais dire n'est pas du tout pour me mêler au cœur des grandes lamentations qui voient tout en noir. Mais j'ai envie de dire, pour parler encore de couleur, que ce que j'ai tendance à dénoncer, c'est ce que j'appelle le pessimisme rose. C'est-à-dire celui de gens qui trouvent que tout va bien, et en réalité, leur satisfaction dissimule une résignation profonde à ce que les choses continuent comme elles vont, dans une espèce de destin qu'on ne maîtrise pas, et même si, parce qu'on ne peut pas complètement éliminer cette perspective, ça peut être vers la catastrophe. Le pessimisme rose consiste à dire le monde est comme il est, ça fonctionne comme ça fonctionne, continuons, courons plus vite, expansionnons, et puis ne nous posons surtout pas de questions, c'est dérangeant. Alors qu'il est plus optimiste et plus réaliste, c'est-à-dire s'il y a des questions qui sont là et qui peuvent être graves au sein de ce monde qui a ses excellences, le mieux, c'est d'avoir le courage de les poser parce qu'on a assez de confiance pour croire qu'on pourra les résoudre. C'est plus optimiste que de se voiler la face. Mais il faut reconnaître, d'après ce que j'ai perçu moi-même et entendu dire, qu'assez souvent, dans beaucoup de milieux et de milieux dirigeants, c'est très difficile de simplement dire ce que je viens de dire. On a l'air d'être un trouble fait, un esprit brouillon, un reliquat des vieux âges idéologiques, quelqu'un qui rêve encore à Karl Marx ou au royaume de Dieu sur terre. Enfin bon. Alors c'est vrai que d'autre part, si on a en effet le courage de percevoir ce qui dans ce monde va mal, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment très mal, si on a le courage de prendre une certaine distance avec l'emballement quotidien, le stress permanent, etc., mais voyons à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait finalement, où est-ce que ça va, et qu'est-ce que je suis là-dedans, qui suis-je là-dedans. Si on a ce courage-là, on risque d'être quelquefois découragé en se disant ben oui, c'est très gentil, mais ça mène où? Il y a une époque qui n'est pas si loin derrière nous, où il y avait de grandes idéologies qui pouvaient soutenir ce genre de courage et de mise en question. Évidemment, on pense tout de suite au communisme, au marxisme, mais du côté même du libéralisme, d'une certaine conception du progrès et de la démocratie, il y avait un soutien qui, malgré certaines apparences, me paraît un peu défaillant, parce qu'on a trop souvent l'impression que cette exaltation des droits de l'homme ou des valeurs démocratiques est un peu rhétorique, enfin qu'elle recouvre des réalités qui fonctionnent selon leurs lois propres et qui sont assez superbement indifférentes au bien commun de l'humanité. Enfin bon. Alors c'est un peu ça la question qui est la mienne. Et elle renvoie, pour moi, non pas d'abord justement à un grand plan de chambardement, de grande révolution, de grande mutation de la société, où on mettrait tout par terre pour reconstruire à neuf, parce que d'abord je crois que personne n'en a envie, ça coûte tellement cher, et ça coûterait tellement cher, que ça donne froid dans le dos.
Et puis deuxièmement, parce qu'on n'a pas de programme réaliste pour faire ça, me semble-t-il, à l'heure actuelle. Il y a bien encore des gens révolutionnaires, mais pour ce que je peux en apercevoir, ça me paraît quand même assez confus et pas à la hauteur de la gravité des problèmes qui sont en cause. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi est-ce que ça renvoie? Alors le sentiment que j'ai, c'est celui que je partage puisque vous me posez la question. Hein. C'est discutable, enfin il faut bien se risquer. C'est que ça renvoie l'être humain à ce qu'il est comme être humain. La question qui vient à être posée, c'est qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'un être humain reconnaisse sa condition, s'assume comme être humain, garde sa dignité et soit à la hauteur, j'allais dire, de son humanité. Alors c'est une question qui peut paraître naïve, encombrante, un peu bêtasse, un peu philosophie d'avant-hier. Quand les gens sont devant les urgences graves qui mettent en cause vraiment leur vie, même leur vie privée, la famille, l'amour, le conjoint, etc., les enfants, la maladie, la mort, la détresse, ou les grandes affaires collectives, on est bien renvoyé à ça tout de même. Qui est-ce qui, ou qu'est-ce qui, fondamentalement, nous assure dans notre être d'homme, dans notre entièreté humaine, pas au titre du monsieur qui dirige ça, qui a fait telles études, qui va à New York pour un congrès, qui est spécialiste de telle affaire, mais comme être humain en son entier, corps, âme et esprit, comme disaient les anciens. Et ça, à mes yeux, ça renvoie à une autre question, enfin, qui est tout à fait connexe, qui est celle de ce qu'on peut appeler la formation. Parce que je suis quand même frappé de voir que dans les écoles, et même dans des écoles supérieures, il peut y avoir une culture générale plus ou moins remarquable, une culture spécialisée qui peut être extrêmement pointue, et qui a quelque chose qu'on peut appeler la formation fondamentale, qui correspond à ce que je viens d'évoquer, dont on se demande où est-ce qu'elle est, ou juste. Bien sûr, un bon professeur de lettres, un bon professeur de philo, ou même un bon professeur de maths, peuvent y initier d'une certaine manière. Mais enfin, l'être humain n'est pas déterminé dans son existence à la manière, par exemple, dont le chien, ou le lion, ou la gazelle sont déterminés par ce que nous appelons banalement l'instinct. Il n'y a d'être humain que par un accès à l'humanité. L'humanité depuis toujours, enfin depuis ce qu'on en sait même, ce qu'on peut pressentir au savoir de la préhistoire, l'humanité a toujours été confrontée à ça. Il y a toujours la nécessité qu'il y ait pour les humains qui naissent, et quand ils grandissent, bon, il y a toute la formation de l'enfant, etc., mais quand ils grandissent, quand ils arrivent vers l'âge d'homme ou de femme adulte, qu'il y ait un chemin d'humanité qui leur donne accès à ce qu'ils peuvent être pour être humains dans une société humaine. Et ça, on a quand même le sentiment que dans la société telle qu'elle est devenue, on ne sait plus très bien où c'est. Alors ça risque d'aboutir à quelque chose de troublant. On peut rencontrer des gens qui sont des spécialistes de valeur, des ingénieurs pointus, des scientifiques, des médecins même, ou des experts en tel ou tel domaine, qui, lorsqu'on aborde ce que j'aborde en ce moment, que j'aborde de façon très empirique, encore très tâtonnante, mais il n'y a plus personne. Et ça se traduit par des conséquences étonnantes, c'est que dans des domaines comme par exemple la politique, la famille, la vie familiale, l'amour, le sexe, bon, la religion quand ça advient, même les problèmes économiques quand l'humain y est intéressé, on peut rencontrer des gens éminents dans leur parti qui sont d'une pauvreté ou d'une naïveté stupéfiante. Et je pense que, par exemple, j'ai un ami ingénieur qui me disait qu'il était arrivé à un poste assez important, il commandait toute une équipe d'ingénieurs, et que ses études d'ingénieur lui avaient été évidemment bien utiles.
mais que dans son boulot, il y avait 80% de psychologie, c'est-à-dire de gestion des humains qui étaient là sous ses ordres, et que ces problèmes-là étaient en un sens pour lui les plus importants de son travail. Et comment est-ce qu'on peut aborder ça si on n'est pas intérieurement structuré comme être humain d'une façon suffisante? Ou alors on risque d'employer des techniques, des recettes, des méthodes qui sont finalement des méthodes de manipulation des autres humains. Et quant à se manipuler soi-même, c'est quand même peut-être pas l'idéal. Et avec les proches, avec le conjoint ou les enfants, je vous souhaite bien non, je ne vous souhaite pas du plaisir, parce que ça n'est pas très gai. Alors, mais qu'est-ce que ça peut être que cette formation fondamentale, cette formation de l'être humain aujourd'hui? Est-ce que je peux donner tout de suite des indications précises, le mode d'emploi, les lieux, etc. Je dois avouer à ma tristesse et confusion que je suis un peu en peine parce que je ne sais pas où ça existe. Alors peut-être qu'on pourra me l'apprendre, qu'on pourra me dire ce qui se fait dans ce domaine qui tient vraiment la route. Parce que pour tenir la route, il faut que ça réponde à des conditions délicates et difficiles. Mais j'aborderai sommairement ce que j'appelle les 3 âges critiques. Il y a eu un âge de l'humanité assez ancien, si l'on veut, avant les temps modernes, où il y a des crises, bien sûr, il y a toujours eu des crises, mais la crise majeure, c'est-à-dire celle qui met en danger le modèle social qu'on habite, le système social qu'on habite, la crise majeure est perçue comme une maladie, comme une menace très grave, et il faut la résorber. Au besoin, on est allé jusqu'à brûler les hérétiques, mais ça correspond à ça. Pour nous, ça nous paraît non seulement criminel, mais stupéfiant, mais pour les gens qui ont vécu ça, c'était, voilà, des gens qui risquent de détruire le monde où nous sommes. Et si on détruit le monde où nous sommes, nous tombons où? On tombe dans le vide. Donc il faut résorber la crise. Mais l'époque moderne a inventé autre chose. La crise majeure est apparue comme ce qui était la chance d'un passage vers un monde différent, mais meilleur. C'est ce qui est au cœur du schéma révolutionnaire. Alors on pense aux grandes révolutions politiques, 1789, 1917, mais c'est plus large que ça. Ça vaut même pour la révolution scientifique et technique dans son application humaine. On attend que ça nous donne un monde qui sera dégagé des faiblesses, des misères, des peurs, etc. de l'ancien monde. Donc on est pour la crise, mais pour la crise, on ne la craint pas, on l'accélère, on s'y plonge, mais en anticipant ce monde qui va venir et qui, lui, sera évidemment protégé définitivement contre ce risque de malheur capital. Et puis je crois que le postmoderne, les postmodernes que nous sommes, ils arrivent dans un 3e âge critique où cette situation de crise majeure risque de nous apparaître comme l'état de l'humanité maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de résorber les crises pour revenir au Moyen-Âge, ou à l'époque de Jules César, ou même à Louis XIV, ça n'a pas de sens. Mais il n'y a plus d'espoir d'une crise qui serait la lutte finale. Et du passé, nous faisons table rase, je cite l'Internationale. Et après, le monde meilleur commence. Non. Nous avons le sentiment que cette situation d'instabilité profonde, d'explosion continue, de délogement des repères, c'est notre situation et qu'on ne voit pas comment on pourrait y mettre fin. Et que ce qui se proposerait d'y mettre fin, ce serait quelque nouveau système totalitaire. Merci, on a déjà donné. Mais comment est-ce qu'on peut vivre, humainement vivre, dans une situation de ce type? Il faut un type de formation qui ait le courage d'assumer vraiment ce qui fait l'entièreté de la vie humaine et la condition humaine, et, y compris dans ses aspects les plus redoutables, la maladie, la mort, le deuil, la dépression quand elle nous tombe dessus, etc. Enfin, comment est-ce qu'on peut assumer cette condition humaine sans se voiler, sans s'endormir, sans s'anesthésier? Et en même temps, en acceptant que la façon dont nous nous construisons une vie possible dans un monde habitable, c'est quelque chose qui peut, ou même qui doit, être constamment réinterrogé quant au fond et restructuré. C'est vrai que l'image qui me vient, comparaison redoutable peut-être, mais qui pour moi est quand même assez parlante,
C'est ce qui se passe dans la science, y compris la science dure, la physique. Il y a une solidité de la physique, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas le chaos. Et en même temps, il y a eu, au XXe siècle en particulier, même si je ne suis pas physicien, malheureusement, je sais ça, des bouleversements prodigieux de la physique, qui ont été des avancées, mais qui ont déstabilisé considérablement l'image qu'on pouvait avoir de la physique. Peut-être qu'il y a quelque chose de comparable pour ce que c'est que l'être humain. Mais c'est une pensée redoutable parce que peut-être que nous n'avons pas de modèle pour ce genre de situation. Et du coup, évidemment, on risque de retrouver ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire que ça n'est rien du tout, il vaut mieux pas y penser, et puisqu'on n'a pas de modèle tout fait d'avance, c'est pas la peine de poser la question. Et à ce moment-là, ce qui règne dans le monde, et il y a quelque chose comme ça, je crois, à l'heure actuelle, c'est une sorte d'anesthésie. Il ne faut pas sentir ce qui pourrait ébranler cette espèce de surface scintillante comme l'écran de la télé, n'est-ce pas, où on se tient toujours pressé, toujours occupé, courant du golf au boulot, du lit du conjoint ou de l'amant ou de l'amante aux opérations boursières. Enfin, on est toujours occupé, toujours occupé, toujours occupé. Mais il peut y avoir là-dedans un côté d'anesthésie par rapport à ce que j'évoque là. Alors c'était bien une question qui est considérable, de savoir comment on peut acquérir et donner une formation qui stabilise profondément les êtres humains, qui évite cette espèce de chaos que je viens d'évoquer, chaos intérieur, mais qui est aussi bien un chaos social, ou une menace de chaos social. Donc, qui leur donne une espèce d'assurance très profonde et qui, en même temps, soit quant au contenu, quant aux démarches possibles, etc., d'une plasticité extraordinaire. Si on me dit, mais oui, mais puisque le modèle n'existe pas, la question n'a pas de sens. Alors je répondrais, ça c'est une réponse de technicien, mais pas de scientifique. Un technicien, encore, les techniciens, ça invente aussi, mais enfin, il y a une certaine mentalité, si vous voulez, d'application des connaissances acquises, qui fait que ce qu'on a envie de faire, c'est de réaliser un pont ou une voiture d'après des modèles qu'on peut construire. On sait d'avance ce qu'il faut pour travailler. Mais le vrai scientifique, lui, il habite l'inconnu. Il est dans la région, justement, on ne sait pas encore. C'est pour ça que je pense qu'il y a, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a aujourd'hui un énorme travail à faire pour essayer de constituer une science, enfin une discipline, une démarche qui permette aux êtres humains d'habiter en tant qu'êtres humains le monde que nous nous sommes faits, sans se débiner, si vous me permettez l'expression vulgaire, devant les questions que ce monde pose. Alors, voilà ce que je crois qui se présente comme ça. Alors on peut dire, mais est-ce que ça ne renvoie pas ça quand même? Il y a les sciences de l'homme, il y a la philosophie, il y a même la religion, comme la théologie, etc. Je crois que ces disciplines sont tout à fait éminentes et que, bien entendu, elles ont rapport à ce que je viens de dire. Et peut-être qu'en effet, c'est par là qu'il faut avoir le courage de travailler sérieusement, mais en se méfiant, à nouveau, d'une tendance qui est assez bien celle de notre culture, c'est-à-dire de faire, si vous me permettez l'expression, de faire dans le culturel, c'est-à-dire de faire de la philosophie parce que c'est intéressant, de faire de la théologie éventuellement parce que ça peut être intéressant aussi, et puis ça, bon, et puis d'étudier les sciences humaines, bref, d'être toujours dans une position de survol que l'homme occidental aime beaucoup. Par exemple, à propos des différentes religions. Différentes religions, très souvent, n'est-ce pas, on lit des livres, on entend des exposés, où quelqu'un parle de la diversité des religions, de ce qui peut les rassembler, etc. Quelquefois, on se dit effaré, mais enfin, il a été longtemps bouddhiste, longtemps musulman, longtemps moine chrétien, et longtemps disciple de la religion hindoue, pour en parler avec cette superbe désinvolture. Je pense que ce qui est engagé là, c'est que le travail qui est à faire ne peut pas être en position de survol. Il faut s'y engager, il faut s'y risquer. Et dans l'état présent des choses, ça veut dire que la formation, c'est pas simplement quelque chose qu'on a entre les mains parce qu'on a été soi-même formé à être formateur et puis on va dispenser ça aux braves gens qui en ont besoin. C'est quelque chose qui intéresse chacun pour lui-même au point où on en est arrivé. C'est à chacun de trouver le chemin par lequel il pourra assumer ce que j'ai très sommairement évoqué.
Alors, bien sûr, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait des moyens de le faire, parce qu'on ne peut pas être tout seul là-dedans, on ne peut pas être vraiment tout seul. L'être humain absolument seul, ça n'existe pas. Et l'on peut même penser que pour une tâche pareille, il est urgent d'être à plusieurs, de collaborer, de travailler ensemble, etc. Et il y a des lieux pour ça. Mais il y a aussi, pour le sentiment que j'en ai, en tout cas dans la région, les zones que je connais, je pense qu'il y a encore un manque. Et donc, il y a une sorte d'appel d'air pour que des gens se mettent à travailler par là et le courage de poser ce type de questions. Parce que si on a le courage de poser ce type de questions, même si on donne que des réponses provisoires, tâtonnantes, etc., à mon avis, c'est déjà beaucoup mieux que de les recouvrir. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des gens, des chercheurs, des scientifiques, dans un petit groupe comme ça, amical, parler de ce qu'ils faisaient comme biologistes, par exemple, ou même comme physiciens, c'est arrivé, et puis dire à nous autres qui les écoutions et qui étions des profanes, des amis, les choses que je viens de vous dire, je ne les dirai jamais dans mon milieu. Ça serait irrecevable parce que ça paraîtrait trop inquiétant. Ben, c'est ennuyeux. Je trouve ça très ennuyeux. Donc, si vous voulez, le peu que je viens de dire et dont je regrette le caractère à la fois très confus et très provisoire, c'est pour que nous nous éveillions à cette espèce de nécessité qui monte aussi quand même, qui monte à l'horizon quand on pense aux problèmes que rencontrent les éducateurs, les enseignants, quand on les écoute, ce qui m'arrive, quand ils parlent des jeunes gens, des jeunes filles qui sont en phase 2, ils témoignent souvent d'une inquiétude qui a justement rapport à ce que je viens d'évoquer. Comme si on risquait de voir arriver des générations qui sont comme débranchées de cette préoccupation majeure, et ça risque de faire des gens prodigieusement manipulables. Et si jamais il y avait une secousse grave, quelque chose de comparable à la fameuse crise de 29, on ne sait pas du tout où ça pourrait nous emmener. Donc il y a cette espèce d'urgence du long terme paradoxale, n'est pas parce que ce que je viens de dire, on peut toujours dire, on verra demain. Hein. Et en même temps, peut-être que c'est parmi les choses les plus urgentes. Plus urgentes que les urgences immédiates concernant la bourse, les investissements, telle entreprise ou même tel programme d'études, c'est peut-être plus urgent que tout le reste. Surtout que ce que j'observe, c'est que plus cela va, on a des mises en question qui sont redoutables et personnellement et collectivement, et qu'à chaque fois qu'on veut les poser, la tendance est de dire non, surtout pas. Nous, on veut être pragmatique, donnez-nous des solutions, donnez-nous des caisses à outils, mais surtout aucune question, s'il vous plaît. Alors c'est dans ce sens-là que je réclamerais, en face de cet esprit, comment dirais-je, technicien, mais l'esprit scientifique. Je me réclame ici de ce qui fait la science en acte, qui est précisément de se risquer aux questions pas possibles. Les physiciens de la physique quantique ont sorti des découvertes qui sont pour eux des questions vertigineuses. Alors, il y a la rigueur, c'est pas d'avoir toujours la solution toute prête. Ça, c'est le monsieur qui est chargé d'appliquer le programme. La rigueur, c'est toujours de se régler sur ce qui est en cause, tel que ça se présente ou ça se donne. Si nous sommes dans ce troisième âge critique que j'évoquais, de telle façon que ce qui concerne l'homme, l'humanité de l'homme, est une question peut-être en abîme. La rigueur, c'est d'accepter ça. C'est pas de dire, mais pour être rigoureux, il faut que ça soit clair, il faut que les choses soient... Non. Ça, c'est l'empirique ennemi de la pensée rigoureuse. Alors l'autre aspect de la rigueur, c'est de qualifier ce qu'on fait ou ce qu'on dit, de reconnaître ce qu'il en est, par exemple. Et ça, c'est une question que je ne peux que poser, justement, parce qu'elle est énorme. Il y a eu toute une mentalité d'autrefois, et même des temps modernes, où dès qu'on s'approche des questions humaines fondamentales, on prend le ton doctrinaire. Hein. Alors c'est la doctrine religieuse, ou c'est la doctrine philosophique, c'est la doctrine d'État, on est dans le discours vrai.
Et nous, peut-être que nous avons à admettre cette chose extraordinaire que pour des choses capitales, on est dans le discours provisoire. Ce qui suppose, soit dit entre nous, qu'en amont du provisoire, il y a une région quelque part où on n'est pas dans le provisoire. De la même manière, toute différence gardée, le physicien peut douter de tout, sauf d'une chose, que la physique est possible. C'est-à-dire qu'il y ait entre les mathématiques et l'expérience un rapport fécond, qui est pour les philosophes et pour le physicien lui-même une question sans fond. Comment ça se fait que le monde est écrit, enfin peut-être lu en langage mathématique, n'est-ce pas? La chose incompréhensible, je crois que c'est Einstein qui a dit ça, c'est que le monde soit compréhensible. Alors c'est pour ça que je crois que il faut avoir le courage du questionnement. Et le troisième âge critique, c'est peut-être ça, que nous, désormais, nous serons toujours dans les questions, et que la grande affaire, ça ne sera pas d'avoir la solution, ça sera le courage de porter les questions, de telle manière que ce courage de porter les questions engendre quelque chose et ne soit pas stérile. Mais c'est vrai que c'est peut-être un style d'humanité relativement nouveau. On peut trouver des exemples dans le passé, bien entendu. Mais peut-être que c'est quand même quelque chose qui va caractériser cet âge post-moderne. Et ça fait peur, bien entendu. Le fait que le passage aujourd'hui, c'est plutôt sur le mode de l'évitement et du refus, surtout de n'en poser pas, peut-être parce qu'il y a un sentiment, une sensation qu'on n'est pas loin de cette frontière qu'on ne pourra plus nier. Et donc, il faudrait bien s'affronter à ces questions en arrêtant de les éviter en permanence. Oui, je le crois tout à fait. Ce qu'il faut souhaiter qu'on évite, c'est ce qui est arrivé pour un certain nombre de problèmes, ce que j'appelle le syndrome de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'en 1929, Liu Tei, qui n'était pas spécialement un gauchiste, recommandait de faire d'urgence les réformes en Algérie. C'est en 1953, je crois, que l'affaire algérienne s'est déclenchée et les réformes n'avaient pas été faites. Alors, le syndrome de la guerre d'Algérie, pour moi, c'est quand il fallait anticiper. Il fallait avoir le courage de poser des questions déplaisantes. On recule, on recule, on recule. Et le jour où elle se pose de façon éclatante, on est pris de court. Et on se trouve dans ces situations épouvantables où toutes les solutions sont mauvaises. Ce qui fait que là, on a un formidable défi pédagogique. Comment faire ces passages alors qu'ils sont déjà vécus comme souvent terrorisants et donc refusés en tant que passage. Et donc comment accompagner à frôler des situations senties comme chaotiques, sans faire en sorte que les gens à qui on s'adresse et avec qui on voudrait travailler ne succombent avant même d'avoir atteint la frontière. Ah, mais c'est que, dans l'esprit de ce que je viens de dire, il faut travailler. Il faut travailler à construire des modèles de formation, des chemins possibles, des groupes de recherche et de formation mutuelle, tels que justement on évite ça. C'est en ce sens-là que je ne suis pas du tout catastrophiste et vous allez voir ce que vous allez voir, tout va se casser. Mais non, il faut faire en sorte que s'il y a des moments critiques, on puisse les aborder sans que ce soit la grande grâce. Et la grande grâce, elle existe déjà. Quand on entend un peu les gens, en dehors de, j'allais dire, de la représentation officielle, quand ils se confient un peu, il y a beaucoup de casse. Et qui a rapport à ça, c'est-à-dire que des gens sont, j'allais dire, dissociés intérieurement, enfin non plus ce qui faisait encore la force des paysans de bonne époque, ou des ouvriers révolutionnaires, ou des instituteurs de la Troisième République. Enfin, ils savaient pourquoi ils vivaient, ces gens-là. Il y avait même un test terrible, quand on sait pourquoi on est prêt à mourir. Hein. Bon. Mais alors, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mourir, mais pour des causes qui nous terrifient, parce qu'elles sont alors vraiment, justement, complètement bloquées, cimentées, durcies, intégristes, enfin... Comment est-ce qu'on peut avoir une générosité de vie, sans vouloir qu'on se fasse tuer pour ça, mais générosité de vie suffisante en assumant la situation qui est réellement la nôtre, qui est recouverte soit par l'anesthésie du grand fonctionnement de l'économie mondiale, etc., soit alors effectivement par des tendances sectaires, y compris à l'intérieur de grandes traditions religieuses.